Bonjour à tous, bienvenue à ce forum. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, accompagné de ma collègue Pascal, et de vous présenter les 19 entreprises qui ont fait l'année 2020 à Atlampol. Nous vous dévoilerons bien sûr les 4 coups de cœur pour lesquels vous avez été nombreux à voter durant les semaines qui ont précédé le forum. Vous avez été 1300 votants à découvrir ces 19 entreprises classées dans 4 catégories: mobilité, énergie, santé, services numériques et puis industrie. Nous avons également le plaisir, et nous les remercions, West France Entreprises qui nous parraine cette année. Ça fait 4 ans que West France Entreprises nous suit au travers de ce forum, et nos 4 lauréats auront le privilège d'être interviewés par Elisabeth Bureau et auront donc un article dans West France Entreprises. Merci beaucoup à West France pour son soutien. Vous avez l'occasion bien sûr d'interagir avec nous sur le plateau via le chat sur la plateforme, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, nous les prendrons au fur et à mesure pour y répondre. Sans plus tarder, je vous propose de commencer par la catégorie mobilité énergie. Et pour introduire cette catégorie mobilité-énergie, nous avons le plaisir avec Pascal d'accueillir Bruno Hugues de la Rose. Bonjour, merci. Bonjour Bruno Hugues de la Rose. Alors, dirigeant du groupe IDEA, soucieux d'intégrer les révolutions technologiques, écologiques et énergétiques pour développer votre activité, vous poursuivez l'objectif de faire de ce groupe coopératif quasi centenaire un logisticien 4.0 pour l'industrie du futur. Alors, vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc. Donc, vous êtes un entrepreneur, comme on vient de l'évoquer, traditionnel. Vous investissez également activement dans de nombreuses startups et vous avez également un engagement territorial fort à travers votre implication dans des ETI, à travers la TRIA, également à travers de nombreux mandats, à la tête desquels je peux citer le CJD, les chambres de commerce, le Club des 30 et j'en passe. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec vous ce matin quelques mots sur votre actualité récente sur l'un de ces points ou les 3 ? Merci Pascal. C'est l'avantage de 60 ans, hein, c'est qu'on a un petit parcours. Donc, vous avez raison. Effectivement, je crois que ce qui est intéressant dans l'actualité actuelle, c'est qu'à la fois, on a été obligé de réagir sur beaucoup de changements de concepts, de paradigmes. Hein, c'est une expression qui est peut-être un peu trop obscure, mais vraiment, on est en train de créer notre plan stratégique et on est pris par le Covid. Bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose dans la gestion des ressources humaines, dans les développements, dans les investissements qu'on fait. Et ce que je décris là, c'est ce qu'ont vécu la plupart des entreprises. Alors, certaines sont une situation dramatique, mais la plupart ont quelque part retrouvé cette énergie considérable, en tout cas dans les ETI, pour dire comment je prépare l'avenir. Et évidemment, on est sur notre sujet. C'est avec qui on le prépare, bien sûr aussi avec des startups, avec des gens qui sont en train d'entreprendre. Et c'est très important pour un dirigeant à un moment de se dire... Mon rôle à moi, c'est effectivement d'accompagner les gens qui sont en souffrance, qui a été exactement le cas de l'année Covid. Enfin, c'est pas fini malheureusement. Mais en même temps, je fais des plans de dimensionnement. On avait à un moment un plan de licenciement de plusieurs centaines de personnes analysées, qu'on a pu finalement compenser grâce aux bonnes mesures gouvernementales. Mais en même temps, on doit préparer l'avenir et on est en train de faire notre plan stratégique avec des pitchs, avec des startups, avec des webinars qu'on a découvert, très honnêtement, avec le distanciel. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tant que dirigeant, c'est de voir à quel point l'énergie, la résilience des uns et des autres est extraordinaire pour créer un climat de confiance et d'espérance. C'est vraiment notre thème d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je suis ravi d'être avec vous. Bon, très bien. Je crois que dans votre plan stratégique, vous avez notamment insisté sur le numérique. Ce matin, nous allons parler plutôt mobilité-énergie. C'est la catégorie qui nous intéresse. Ça, je connais aussi ça. Présentement, je crois que c'est effectivement le cas. Donc, au regard de cette expérience riche et variée, vous aurez sans nul doute un regard avisé sur cette promotion dans la catégorie mobilité-énergie. Merci Pascal. Alors sans plus tarder, justement, nous allons vous présenter quelles sont ces entreprises de cette catégorie mobilité-énergie. Elles sont 6. Je vous propose de commencer par Beaucommun Bateau, qui est porté par François Lagabriel. Alors Beaucommun Bateau, c'est le développement d'un bateau électrique qui s'appelle le Dandy pour démocratiser, faciliter en fait la découverte du nautisme et les balades en famille. Et l'originalité du projet, c'est aussi de concevoir une plateforme qui permet de réserver son Dandy comme vous pourriez réserver tout simplement votre Vélib ou votre Biclou.
Le deuxième projet, c'est le projet Capsite, porté par Bilal Belbessir. Alors Capsite développe une nouvelle machine qui permet d'encapsuler du café fraîchement moulu. Et donc elle se destine, cette machine, eh bien, au torréfacteur. Et l'originalité, c'est que l'encapsulation est 100% végétale, biodégradable, sans impact sur l'environnement. Adieu notre petite capsule en aluminium et place aux capsules recyclables. Troisième projet, le projet Farwind, porté par Arnaud Poitou, un projet très deep tech comme on aime bien les accompagner à Atlampol. Farwind Energy, eh bien, c'est pour déverrouiller le potentiel de l'éolien offshore haute mer. Aujourd'hui, on capte très bien, on va bien capter l'éolien proche de nos côtes en mettant des éoliennes en mer. Et bien là, on va un peu plus loin, on va au large, là où il y a du vent en permanence. Et donc tout l'enjeu, c'est bien pouvoir capter cette énergie et la ramener à terre. Voilà. La société va lever 1 million d'euros au printemps 2021. Envisage un démonstrateur en taille réelle en 2024, un en région des Pays de la Loire et un en Guadeloupe. Voilà, donc ça c'était Farwind Energy. Quatrième projet, le projet Seaweed Lab, porté par Jean-Luc Osé. Seaweed Lab, eh bien, c'est le développement d'ailes gonflables, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui permet de simplifier l'usage de la voile légère pour notamment les optimistes et nos chers enfants qui apprennent la voile et qui bientôt, plus tard, deviendront des navigateurs comme Hermel Tripon. Et peut-être qu'un jour, on verra ce nouveau profil de voile sur des bateaux du Vendée Globe. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Le cinquième projet, c'est le projet SMT Performance, porté par Sami Minmouni, qui développe un capteur qui s'appelle Pégase, qui s'insère sur les deux roues motorisées et qui permet de tracer en fait le trajet de ces deux roues. Alors très utile, notamment contre le vol, puisque si vous vous faites dérober votre deux roues, eh bien on peut très simplement le tracer et donner ces informations-là aux forces de l'ordre qui pourront retrouver facilement votre deux roues. Et puis comme tout capteur qui se respecte, eh bien ça enregistre un certain nombre de données et pourquoi pas on pourra les utiliser pour mieux aménager en fait nos routes, mieux comprendre le déplacement de nos deux roues. Voilà le projet SMT Performance. Sixième projet, c'est le dernier de cette catégorie, l'entreprise Telae, portée par Vincent Leblond, qui, elle, est aussi dans les données environnement, énergie, qui capte en fait ces données, qui les agrège, qui les organise, pour ensuite développer des algorithmes à base d'intelligence artificielle, et tout simplement, eh bien, pour prendre notamment des décisions, accompagner les aménageurs, les collectivités, dans l'aménagement eh bien, de leurs espaces. Voilà l'entreprise Telae. Et donc vous êtes tous impatients de connaître quel est le lauréat en fait qui a remporté la majorité des votes dans cette catégorie. Eh bien c'est l'entreprise Beau Commun Bateau. Bonjour François. Bonjour Simon. Bienvenue sur ce plateau de Télé Nantes. Alors, félicitations tout d'abord pour votre coup de cœur. Est-ce que vous y attendiez ? Pas du tout. Non, pas du tout. Surtout en voyant tous les autres concurrents, ça a été une grande surprise pour nous de découvrir ça, donc on est ravis. Eh bien, profitez de votre plaisir en tout cas. On est ravis de vous accueillir ici. Alors, vous souhaitez démocratiser la navigation pour tous. Dans la préparation de cette interview, vous nous avez dit, voilà, les gens prennent un kayak, c'est compliqué, ils sont essoufflés. On cherchait une autre solution pour que ça soit beaucoup plus facile. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire un petit peu plus précisément ce qu'est le Dandy et voilà, comment est-ce que vous avez conçu ce projet ? Bien sûr. Alors, au tout début, avant de devenir un projet entrepreneurial, c'était un projet entre amis. Et donc, on voulait se faciliter à nous-mêmes l'accès à la navigation. Et c'est pour ça qu'on a développé le Dandy. Donc, c'est un bateau de monoplace, donc évidemment tout petit, et qui permet une grande liberté de mouvement, une grande agilité, un peu comme celle qu'on peut retrouver sur un kayak ou un canoë. À la différence qu'il est motorisé, ce qui permet véritablement de toucher un public extrêmement large, car tout le monde peut monter à bord d'un Dandy et découvrir la joie de la navigation. Alors comment est né ce projet ? Je crois que vous êtes deux associés. C'est né en fait d'un petit challenge entre vous. Si vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur votre associé ? Bien sûr. Alors mon associé est Quentin Hubert, avec qui on travaille sur le projet depuis 2 ans. Ça s'est lancé un jour en fait. On s'est lancé un défi de construire nous-mêmes nos propres bateaux, en s'inspirant d'un phénomène né aux États-Unis, qui est le phénomène des mini-boats. Donc c'est un peu comme les tiny house. C'est des gens qui se fabriquent en fait eux-mêmes des bateaux. Et on a contacté un architecte naval pour réaliser des plans, pour en faire un bateau à notre image.
Et moi, je voulais un petit bateau pour aller à la pêche. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des petites dimensions au début pour qu'il puisse rentrer dans le coffre de ma voiture. Et Quentin, au début, imaginait plutôt quelque chose pour faire de la vitesse. D'accord. Et à force de mettre notre bateau en contact avec le grand public, on a affiné, on s'est rendu compte que finalement, le véritable pouvoir de ce bateau, c'est de rendre la navigation accessible au plus grand nombre. Et probablement, pour le rendre accessible au plus grand nombre, il faut le proposer à la location. D'accord. Alors justement, sur votre modèle économique et la façon de commercialiser, de distribuer ce produit, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse en direct aux particuliers, ou bien est-ce que vous allez passer via des professionnels de la location qui vont ensuite commercialiser un service autour de votre produit? Alors, il s'adresse principalement aux professionnels, même s'il y a quelques particuliers qui ont fait des manifestations d'intérêt. Et il se manifeste de deux manières. Il y a d'un côté les locations de bateaux traditionnels. Donc, il y en a dans beaucoup de villes, de manière simple. Et il y a également Dandilib, qui est le nouveau produit, le nouveau service qu'on développe, qui permet la mise à disposition en libre service de nos bateaux. Et ça, c'est un service qui s'adresse plutôt aux municipalités. D'accord. Alors j'ai une question en ligne, hein, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions sur le chat. Où est-ce qu'on pourrait essayer ce dandy? Est-ce que probablement sur le territoire, est-ce qu'il sera disponible bientôt pour faire une petite balade? Alors, on a des manifestations d'intérêt de plusieurs loueurs. On a d'ailleurs fait notre premier devis la semaine dernière. Donc ça, c'est pour de la location traditionnelle. Et pour Dandilib, on est en discussion avec la métropole pour arrêter un lieu pour une première expérimentation la saison prochaine. Alors nous, on peut peut-être vous accueillir sur la Chantrerie. Hein. On a un espace à Atlampol. Hein. C'est vrai que c'est un beau lieu. On pourrait peut-être faire une petite expérimentation l'été prochain. Le bateau et l'application, enfin surtout pour le bateau, vous le développez à quel endroit? Quel est votre réseau en fait de sous-traitants, de concepteurs? Vous pouvez nous dire également quelques c'est un réseau qui est quasiment exclusivement régional. Alors pour la mise en disposition en libre service, on travaille avec un partenaire technologique local, nantais. Et pour la fabrication de nos bateaux et l'assemblage, on travaille avec un partenaire en Mayenne. Très bien, alors je me tourne vers notre invité, Bruno et Pascal. Peut-être nous dire ce que vous inspire. Je sais que Bruno a tenu à visionner l'ensemble des pitchs de cette catégorie et à nous donner pour chacun d'entre eux, en quelques mots, ce qui vous a séduit dans chaque projet et peut-être un ou plusieurs points de vigilance. Alors on va bien sûr commencer par le coup de cœur, alors profitez-en. Vous êtes tous les deux, profitez-en. Bon, d'abord, vous savez, moi je suis un industriel de la logistique industrielle et portuaire. Alors moi c'est plutôt des cargos, donc je suis désolé, c'est pas une invention. Non mais plus sérieusement, François, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs, c'est le fait que vous êtes parti d'une idée, vous l'avez testé d'abord entre vous avec votre ami, puis ensuite avec des gens, des consommateurs, enfin des prospects, et vous avez affiné le projet comme ça. Je crois que ça, c'est la première chose qu'on doit retenir quand on tente une expérience de start-up, j'en ai créé quelques-unes. C'est un moment, on se dit, on définit quelque chose, et en France, souvent, avant nickel, on a du mal à le mettre sur le marché. vous avez pris la décision contraire de commencer à le faire et ensuite de tester. Chapeau. L'interrogation que j'ai, mais parce qu'on a à chaque fois, il faut qu'on dise ce qu'on trouve bien. Alors d'abord, il est magnifique votre bateau. Merci. Première chose, un grand merci. Il est sympa parce qu'il va rendre joli des rivières, des espaces ludiques, de façon à aussi créer un sentiment paisible. J'insiste un peu là-dessus parce que je crois que c'est peut-être aussi pour ça que c'est un coup de cœur cette fois-ci. C'est parce qu'on a besoin aussi d'avoir ces endroits où on est bien, pas sans arrêt en train de chercher une performance. Par contre, effectivement, l'animation va être un sujet. Alors je ne sais pas si vous avez dans vos amis quelqu'un qui est fan de jeux vidéo, d'expérience, etc. Mais ça vaudrait le coup d'avoir une petite discussion avec lui pour voir comment vous l'animez, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez aussi une capacité à gérer un site. Et le site, ça s'anime. Je suis très, très frappé par les discussions. Et si vous voulez, j'ai un bon copain qui dirige Ubisoft. Peut-être que... Bon à prendre, et oui, parce qu'ils ont des expériences un peu identiques. C'est comment ils animent des jeux. Alors, c'est peut-être complètement saugrenu. Peut-être pas. Je sais pas. Voilà, mais en tout cas, bravo François. Merci beaucoup. Merci Bruno et encore merci et félicitations Merci pour ce coup de cœur. On peut peut-être passer en revue les autres projets et que vous puissiez nous dire sur chacun d'entre eux, point fort, point faible. Oui, alors, encore une fois, c'est très réducteur. Alors, oui, Capsite, c'est ça, c'est Simon? Alors, on avait le deuxième, c'était Capsite, l'encapsulage de café moulu. Bon, alors je crois que ce qui est intéressant dans l'encapsulage de café moulu, c'est qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, enfin on le voit bien, entre le besoin de faire un café équitable, d'éviter, pour ne pas citer une marque, une marque bien connue. Pas de marque sur un plateau de effectivement, une marque qui est mondiale et qui d'ailleurs qui elle-même est en train de se réinventer. Mais je trouve qu'effectivement, chercher des alternatives, il y en a de nombreuses. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche qui était faite,
c'est que la démarche était tout à fait, comme on dit, scalable. Je suis désolé, c'est un peu l'expression. Et dans le monde des startups, c'est un autre sujet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut avoir une idée géniale, mais elle a un marché qui sera relativement limité. Là, j'ai trouvé que c'était un marché qui était vraiment facile à étendre, a priori, hein, puisqu'il y avait quand même des sujets un peu importants. Le vrai sujet sur ce sujet, c'est la maintenance. Hein. Là, en tant qu'utilisateur, on a utilisé plusieurs prestataires, pas encore Capsite, mais est-ce que la maintenance est facile ou pas? Est-ce qu'il y a des sujets qui font que c'est une source de complexité supplémentaire ou pas dans l'entreprise? Voilà, c'est un sujet vraiment qui paraît complètement stupide, mais qui est très important. Mais très important, parce que le café, généralement, s'attache. Oui, aussi. Et du coup, on a quelques problèmes à la suite périphériques. Troisième entreprise, c'était Farwin Energy. Alors, entreprise très deep tech pour le coup, hein, oui. Dans le domaine de l'énergie. Bon, alors mon ami Arnaud n'est pas là, mais vous connaissez bien. Oui, on avait travaillé plusieurs sujets ensemble, dont la création de l'IRT Jules Verne. Bon, je trouve que c'est un sujet incroyable. Bon, c'est un sujet incroyable. Alors là, il connaît, Arnaud, il connaît bien cet environnement éolien, maritime, etc. Le vrai sujet, c'est le business model. Je ne sais pas combien, on doit se voir bientôt, mais je ne sais pas à combien il sort le kilowattheure. Nous sommes très frappés dans ce qu'on a pu connaître dans le solaire. Je suis un des fondateurs de Systovi. Nous avons été très frappés de voir la descente du prix du photovoltaïque, enfin du coût de la cellule photovoltaïque, et à tel point que les modèles initiaux qui ont été plébiscités par le gouvernement à l'époque sont aujourd'hui remis en cause, comme vous le savez. Bon, donc il faut faire attention simplement à ça. Et à un moment, on a beau être géniaux, il faut qu'on ait un business model qui tienne la route par rapport une continuité économique, une visibilité par à long rapport terme, aux besoins qu'on a à long terme. Par contre, j'entendais tout à l'heure que l'un des premiers protos pourrait être dans les îles. C'est un sujet à part entière, puisque, évidemment, la gestion, on n'a pas beaucoup de centrales nucléaires sur les îles, et la gestion de l'autonomie énergétique sur une île est un vrai sujet à part entière. Et ça sera en 2024. Hein, en 2024, oui. Ça ne m'étonne pas, vu le projet qu'il y a peu de temps. Tout à fait. On avait le quatrième projet, c'est Seaweed Lab, avec les ailes gonflables, notamment pour la voile légère, pour nos chers apprentis... navigateur. Alors je suis très ému parce que j'ai lancé une voilerie aussi dans mon passé. Vous allez dire que un peu touche à tout. Que n'avez-vous pas fait? Des tas de bêtises. Non, mais je dis ça rien. Savoir. Mais alors je sais pas, moi le leader c'était mon cousin qui était sur ce sujet. Et la voilerie, les voiles, c'est un sujet vraiment important parce que vous avez, j'ai cru comprendre que c'était plus sur de la voile de croisière, et vous avez aujourd'hui un véritable enjeu du transport. D'ailleurs, François l'a évoqué tout à l'heure dans son propos liminaire, il a dit « je voulais mettre le bateau dans mon coffre ». Hein. Bon, donc, c'est un vrai sujet. Alors, il y a un truc qui s'appelle Tiwal, que vous connaissez peut-être, un bateau qui a été créé d'ailleurs dans l'Ouest, qui marche bien, et c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire la fonctionnalité qu'on peut avoir. Je ne sais pas exactement comment se passe ce concept, ça m'intéressait, mais si effectivement, du coup, la voile est repliable un peu comme un paddle, vous voyez, les paddles qu'on peut dégonfler, etc., ça peut être très intelligent parce qu'effectivement, l'utilisation peut être permise à dans n'importe quelle situation. Mon interrogation, c'est, j'ai été mis en haleine sur les aspects sécurité. Il évoquait le fait que sa voile avait des avantages de sécurité. Je les attends avec impatience, je ne les ai pas vus. Et effectivement, on attendrait bien de voir la manipulation parce qu'il nous a fait un teasing très rapide avec une voile, avec une voile vraiment sur un tout petit bateau, mais on n'a pas vu la mise en œuvre. Alors, je suis frustré. Alors, pour tous ceux qui peuvent être frustrés comme Bruno qui est sur notre plateau, vous avez la possibilité d'échanger cet après-midi avec nos porteurs de projets, nos dirigeants d'entreprise, en prenant des rendez-vous sur notre plateforme, des rendez-vous B2B d'une demi-heure. Donc avec 30 minutes, vous aurez vraiment l'occasion de pouvoir échanger et d'en savoir plus sur les projets. Le cinquième projet, c'était SMT Performance avec le capteur Pégase pour sécuriser les deux roues. Alors là... Bon, et c'est plus un projet, là, c'est un vrai business. Hein. Il fait déjà, je crois, 250 000, 300 000 euros. C'est déjà en commercialisation. C'est commercialisé. Alors, bon, le pitch, incroyable. Quelle maîtrise. Enfin, merci beaucoup, hein, je maîtrisais très bien. Le pitch est incroyable. Je suis impressionné. Non, le modèle existe. Ce qui est toujours intéressant dans ces aspects-là, vous avez bien compris, c'est un traceur pour les motos. Hein, évidemment, il peut être multifonctionnel, on a bien compris ça. Alors là, sur la mobilité, effectivement, on voit bien ce que ça veut dire. Mon interrogation, c'est effectivement de voir à un moment comment on va interfacer dans le futur l'ensemble des informations pour éviter qu'on ait à chaque fois une carte pour la moto, une carte pour la voiture, une carte pour l'office. Enfin, bon, quand je dis une carte, c'est une application. Et le vrai sujet, ça va être l'interfaçage. Et je le dis parce qu'on voit bien que la domotique est un sujet qui est dans toutes les têtes.
Mais il y a un moment, l'expérience utilisateur veut de la simplicité. Et même on voit sur les smartphones aujourd'hui, les applications sont aujourd'hui quelque chose qui est remis un petit peu en doute parce qu'il y en a trop. Et il y a un moment, ce qu'on demande, c'est l'interfaçage. C'est-à-dire le coup de génie de Google, c'était de permettre un interfaçage extrêmement rapide. Ou ce que fait également Amazon. Alors moi, j'aimerais bien qu'un jour, on trouve des solutions comme ça. Alors, je ne sais pas comment notre ami travaille avec ces perspectives-là, mais c'est capital parce que c'est ça qui fera que ça sera scalable à nouveau. Ouais. Ouais. Beaucoup d'applications et aussi beaucoup de mots de passe. Alors on aura un projet tout à l'heure dans notre catégorie numérique qui pourra nous rendre service sur cette problématique d'avoir à gérer tous nos mots de passe. Je vous en dis pas plus, on le présentera tout à l'heure. Et le dernier projet de cette catégorie, c'est donc l'entreprise Telae, portée par Vincent Leblond. Voilà, alors c'est intéressant, c'est un logiciel qui doit aider à faire la simulation sur un territoire, des différentes décisions à prendre pour des politiques, pour des acteurs. Alors c'est amusant parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là à San Francisco aussi il y a quelques années, mais j'ai rien compris. Donc j'aurais espéré qu'il puisse m'expliquer exactement comment ça marchait. Non, en fait, c'est très intéressant parce que la prédictivité peut être faite sur un tas de choses, des événements bien sûr humains, mais aussi, on voit bien les tempêtes en ce moment, accidentelles, et comment on interagit, comment on mobilise des services d'urgence, etc. Il y a une entreprise locale, enfin quand je dis locale, importante en Pays de Loire qui s'appelle Lacroix Industrie, dirigée par Vincent Bedouin. Il travaille beaucoup sur ces sujets de la ville d'intelligence. J'espère que notre ami de Telae travaille avec lui. J'espère que oui, effectivement, Vincent doit nous écouter pour... Là, c'est très, très concret. Ils sont très, très impliqués sur le sujet et ils font vraiment d'un très, très gros boulot. Donc... Voilà. C'est un enjeu important. Alors on me dit aussi qu'Arnaud Poitou était en ligne, donc il a bien entendu le message. Il a entendu Arnaud. Oui. Je pense qu'il a entendu. Salut Arnaud. Pascal, est-ce que tu as d'autres questions? Eh bien, on peut remercier Bruno pour... je suis sûre que tous les start-upers de cette catégorie ont pris beaucoup de notes. En tout cas, un grand merci pour ce regard inspirant, je pense, pour toutes ces startups. Peut-être un dernier mot sur vos perspectives et votre gros projet en du moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci. Alors encore une fois, c'était pas des conseils, c'est des clins d'œil, parce qu'on l'a bien compris. Après, chacun, je pense, y a travaillé. Mais effectivement, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'on a comme ça à chaud en regardant ces émissions, ces pitchs sur écran. La première chose aujourd'hui, c'est... Notre objectif à nous, industriels de la logistique, c'est de consolider les pouvoirs de décision en France. On est en train de réindustrialiser la France. Et pour le faire, évidemment, on ne peut pas reproduire les usines du passé. Ça, on sait faire, mais je crois que c'est vraiment fini. Le vrai sujet, c'est qu'on arrive à travailler en réflexion prototypage, notamment avec des startups, on vient de l'évoquer, en amont, dans une capacité à être très réactif pour essayer ensuite de travailler sur deux sujets importants, la gestion des data optimisés avec beaucoup de startups. J'imagine que Simon va en parler d'autres projets. Et être capable ensuite de travailler sur de l'économie circulaire. Donc sur tous ces sujets-là, des gens qui font du camion, qui font du stockage, qui gèrent des gros cargos comme nous, qui paraissent complètement ringards. On est en train de travailler avec des startups sur tous ces sujets-là. Et je crois que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui dans l'actualité, c'est qu'on a besoin de vous, on a besoin de gens qui puissent travailler dessus, notamment dans cette phase de prototypage, où on peut dire, attendez, ça ne marche pas. En revanche, j'ai un petit coup de gueule à prononcer sur les startups. Juste un. Parce que j'ai eu un jour... j'ai fait 3 fois, j'ai eu des startups avec lesquelles j'ai travaillé qui ont fait leur pivot. Vous savez, on pivote. Et moi, ils m'ont laissé tomber alors que j'étais en train de vendre quelque chose à un client avec leur technologie. Et ça, il ne faut pas le faire. Donc on veut bien vous aider à prototyper, mais vous ne nous laissez pas tomber encore de parcours. Okay. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup François. Merci encore une fois, félicitations pour ce coup de cœur. Nous allons passer maintenant à la catégorie santé et découvrir les entreprises qui ont marqué l'année 2020 dans cette catégorie. Merci. Et pour introduire cette catégorie santé, on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau Franck Grimaud. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Alors fondateur et dirigeant de Valneva, entreprise atlantopolitaine fondée en 1999, vous êtes un pur player dans le domaine du vaccin. Vous développez des vaccins pour les maladies pour lesquelles il n'existe aucune protection, type maladie de Lyme, encéphalite japonaise ou encore chikungunya. Avec, je crois, une phase 3 pour la maladie de Lyme et potentiellement un vaccin commercialisé en 2025. Vous êtes également très impliqué sur le territoire et vous êtes notamment le président du pôle de compétitivité Atlampol Biothérapie.
Alors, vous faites l'actualité en ce moment avec le démarrage des essais cliniques sur le vaccin anti-Covid, qui est un vaccin inactivé. Alors, peut-être quelques mots de précision pour ceux qui nous écoutent sur la différence du vaccin que vous préparez avec les vaccins que nous sommes en attente aujourd'hui sur le territoire. Oui, alors les vaccins actuels qui sont maintenant enregistrés sont des vaccins mRNA, de nouvelles technologies. On a eu la chance, je pense, au niveau mondial qu'ils réussissent, qu'ils puissent être disponibles très rapidement. Et puis maintenant, on va voir avec le temps la durée de protection, le type de population qu'on peut vacciner, etc., etc. Mais c'est une grande chance que qu'on puisse avoir cette disponibilité. En ce qui nous concerne, on a choisi dès le début de partir sur des vaccins différents de ceux qui étaient en cours de développement en avril dernier, à savoir un vaccin inactivé, parce qu'on s'est dit que pour pouvoir atteindre tout type de population, des enfants aux personnes âgées, des femmes enceintes aux personnes immunosupprimées, il était bien qu'on ait à disposition un vaccin bien connu, avec une technologie éprouvée. Alors le temps de développement est un petit peu plus long, on pense qu'on va pouvoir mettre à disposition ce vaccin en septembre, octobre prochain, et on commencera par le Royaume-Uni qui nous a beaucoup aidé, aussi bien au niveau puisqu'il nous finance les développements cliniques. Je crois que ce sont les premiers à s'être engagés auprès de vous. Absolument, dès juillet dernier. Et puis, il nous finance aussi une nouvelle usine qui va nous permettre de produire d'ici fin 2022 200 millions de doses, ce qui est à notre échelle énorme. Donc, on espère que le développement clinique va bien se passer et puis qu'ensuite, on va pouvoir déployer cet effort industriel. Alors, je crois que vous êtes également en pourparlers avec d'autres institutions et notamment la Commission européenne. Quels sont les projets qui peuvent concerner Valneva justement à cette échelle? Voilà. Alors depuis un certain nombre de mois, on discute avec la Commission européenne. Donc le processus en Europe est centralisé. Donc les 27 États membres ont choisi de confier à la Commission européenne les négociations. Nous avons atteint un accord de principe avec eux en termes de nombre de doses, de prix, etc. Et puis maintenant, on rentre dans un processus formel. Et donc c'est ce qu'on a annoncé la semaine dernière avec un appel d'offres formel et puis ensuite une négociation finale d'un contrat. On espère que tout cela va aboutir rapidement maintenant, dans les semaines, peut-être histoire d'1 ou 2 mois. Et donc notre objectif, une fois la licence complète obtenue, cette fois-ci en Europe, en termes d'enregistrement réglementaire, qu'on puisse mettre les doses à disposition de l'Europe début 2022. Et si on est capable de faire plus rapidement, on le fera plus rapidement également. Mais de toute façon, c'est un effort là, dans lequel on rentre toute l'industrie pour plusieurs années probablement. D'accord, donc si je veux me faire vacciner avec le vaccin Valneva, c'est plutôt janvier de l'année prochaine. Plutôt, à peu près. Plutôt, c'est ça. Voilà. On peut prendre rendez-vous dès maintenant. On va voir ça avec l'agenda de Franck tout à l'heure. Alors dans la santé, il y a bien évidemment les vaccins qui nous concernent au premier chef aujourd'hui, mais il y a également d'autres belles innovations. Découvrons-les. Merci Pascal. Alors ces innovations et ces entreprises, elles sont au nombre de 4 cette année dans le domaine de la santé. Je vous propose de les découvrir et de commencer tout d'abord par Aboleris Pharma, porté par Carole Guillonneau, qui développe des technologies qui préservent et stimulent les cellules protectrices et contrôlent les cellules et éliminent les cellules pathogènes responsables de maladies du système immunitaire. C'est notamment utile dans le domaine de la greffe, qui permet donc de limiter le risque de rejet. Et Aboleris développe deux traitements précliniques, en stade préclinique, qui sera disponible dans quelques années chez l'homme. La deuxième entreprise, c'est l'entreprise iHeard. On est dans le domaine des données. iHeard, porté par Quentin Garnier, qui développe un système de supervision par visioconférence et par algorithme d'intelligence artificielle pour monitorer les élevages, notamment les élevages laitiers, et détecter ainsi de façon anticipée des maladies qui pourraient arriver sur les élevages, et donc de faciliter grandement la vie des agriculteurs et leur confort, et surtout aussi pour les animaux d'être beaucoup moins invasifs que des colliers ou des capteurs qu'on pourrait directement insérer sur
dans leur corps. Le troisième projet, c'est l'entreprise Yaso Biotech, portée par Aude Carlier, qui développe une plateforme de bioproduction de protéines recombinantes à partir de microalgues, qui permet bien sûr ensuite de développer donc, des médicaments dans la biopharmaceutique. Et enfin, l'entreprise Wave Implant, portée par Pascal Breton, qui développe un dispositif médical pour accompagner la pose d'implants dentaires, donc un dispositif très intéressant pour les chirurgiens dentistes et aussi pour les patients qui n'auront pas à subir des fois en fait plusieurs poses d'implants. En tout cas, on essaye de faciliter une seule pause. Et ce dispositif sera disponible dès 2023 chez nos dentistes. Donc voici donc les 4 entreprises et sans plus tarder, je vous propose de découvrir ensemble quel est notre lauréat. Et notre lauréat est Yaso Biotech avec Aude Carlier. Bonjour Aude, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de me recevoir. Félicitations pour ce coup de cœur du public dans la catégorie santé. Merci beaucoup au public qui a voté pour nous et pour tous les autres projets. Je pense que, si j'ai bien compris, il y a eu beaucoup de votes. Donc merci à tous, ça nous touche grandement. Eh bien, félicitations. Alors, Aude Carlier, vous êtes directrice scientifique et technique de l'entreprise Yaso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et comment vous en êtes arrivé là à créer ou à participer à la création de cette entreprise? Donc, moi, j'ai une thèse en biologie. J'ai travaillé tout d'abord dans des laboratoires académiques, puis dans des startups, principalement sur l'optimisation génétique de microalgues, donc la biologie des microalgues au niveau des gènes, dans la partie pharmaceutique principalement. Une première start-up nommée Algenix, qui était déjà soutenue par Atlampol. Et ensuite, j'ai travaillé dans la production industrielle de microalgues pour l'alimentaire, parce que ce qui manquait à Algenix, c'était la partie industrielle. Là-dessus, Jean-François Genk, qui est le fondateur de Yaso Biotech, m'a contacté pour me recruter en tant que directrice scientifique et technique pour pouvoir mener à bien ce projet avec le docteur Sébastien Jubot, qui lui est spécialiste plus des autres procédés industriels autour des microalgues. Et en quelques mots, comment ça marche en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire comment à partir de microalgues on arrive à faire ce genre de médicaments? Alors c'est très simple, on va prendre le gène du médicament qui nous intéresse, on va le mettre dans une petite microalgue qui fait juste la taille d'une seule cellule et c'est la microalgue qui va produire le médicament, le garder dans elle, se multiplier tout en produisant le médicament. Et notre savoir-faire, ça va être de développer au niveau industriel des procédés pour cultiver les microalgues qui produisent les médicaments et qui les stockent, les récupérer et faire ce qu'on appelle un produit qui est prêt à formuler, qu'on pourra vendre à des sociétés pharmaceutiques. Et après, on retrouvera ça dans nos petites gélules qu'on avalera ou sous forme de spray. Par exemple, sous forme de spray, sous forme de crème, tout à fait. D'accord. Alors, ça existe aujourd'hui, on arrive à faire ce genre de choses à partir de protéines animales Alors, aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont délivrés, effectivement, en aquaculture, qui sont surtout en développement. Au niveau commercial, on n'y est pas encore. Mais chez l'humain, il n'y a même pas d'essais précliniques qui ont été faits. L'intérêt de votre procédé, c'est que c'est beaucoup plus sécurisant en fait, pour l'homme, en termes de développement. Exactement. Alors déjà, le premier critère, c'est de réduire drastiquement les coûts, puisque les biothérapeutiques complexes sont très, très, très chers à produire. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun pathogène qui puisse passer de la cellule de microalgue à l'homme. Il n'y a pas d'endotoxines comme les bactéries. Et donc, on va pouvoir vectoriser, encapsuler nos biothérapeutiques pour les protéger et éviter d'avoir à passer par des injections, une chaîne du froid et tous les problèmes qu'on peut voir actuellement pour la vaccination contre le Covid. Alors, j'ai une question de nos spectateurs sur Internet qui nous pose la question suivante. Comment se passe vos stratégies de propriété intellectuelle? Est-ce qu'il y a des brevets? Comment est-ce qu'on protège ce genre de procédés? Tout à fait. Alors, on a une chance, c'est qu'en fait, en tant qu'Algenix, on avait déposé énormément de brevets qui sont
qui n'ont pas été maintenus, donc qui maintenant font partie de ce que tout le monde peut faire. D'accord. Donc on a une liberté d'exploitation, c'est ce qu'on appelle. En fait, quand même, hein. Il faut un Oui, peu de compétences quand même. Tout à fait. Mais au moins, on a une liberté d'exploitation que j'ai créée moi-même il y a quelques années. Au-delà de ça, on travaille avec un cabinet de propriété intellectuelle qui vérifie bien que toutes nos stratégies peuvent bénéficier d'une liberté d'exploitation. Et sinon, on va prendre des licences sur certains brevets. Donc, on a déjà identifié certains brevets qui nous intéressent pour pouvoir donc aller plus vite dans notre développement. Quand est-ce qu'on pourra voir ces médicaments chez les patients? C'est dans combien de temps? Alors, si on produit les premiers lots en 2023, lots pour les phases cliniques en 2025, après, il faut avoir une usine suffisamment grande pour pouvoir répondre au marché, pour faire la commercialisation. Donc, on va dire 2029, 2030 peut-être, en étant un peu plus prudent. D'accord, ouais, donc ça va venir assez vite quand même. On espère bien. Ouais. En tout cas, je vous le souhaite. Pour les molécules et les vectorisations les plus simples, pas les plus complexes. Ok. Et quelques mots sur les investissements, j'imagine, qui sont colossaux pour ce genre. C'est par dizaines de millions d'euros, tout à fait. On n'en saura pas plus? Non, on n'en saura pas plus. Okay. Ma dernière question, avant d'avoir l'avis et le ressenti de Franck, au niveau de la concurrence internationale, comment se situe votre projet? Est-ce qu'il y a c'est très concurrentiel Alors, c'est concurrentiel de manière large, la modification génétique des microalgues pour produire des molécules d'intérêt. Par contre, pour produire des biothérapeutiques chez l'homme, il n'y a que 3 à 5 sociétés, 3 vraiment identifiées et 5 on n'est pas vraiment sûr qu'ils soient capables de faire ce qu'on souhaite faire, et encore moins pour des biothérapeutiques vectorisées, et ils n'ont pas une approche industrielle, c'est-à-dire qu'ils développent des souches, mais ils ne développent pas tous les procédés qui vont avec. Ils n'ont pas les laboratoires académiques avec lesquels on va travailler pour faire toute la forme galénique, la vectorisation, la délivrance. Et sinon, il y a quelques startups qui pourraient se créer de laboratoires académiques et des petites sociétés quand même qui travaillent plus sur l'aquaculture, sur la vaccination orale pour l'aquaculture. Là, ça existe. Et ces entreprises, elles sont en France, en Europe, principalement aux États-Unis. Principalement aux États-Unis, mais partout dans le monde et en Israël. Bon, et puis on en a une en France et en plus à Nantes, c'est magnifique. Voilà. Merci Aude, vous restez avec nous, bien sûr, on aura des petites questions. Pascal, Franck? Oui, alors Franck, la production de médicaments, c'est bien évidemment un sujet que vous maîtrisez. Est-ce que vous avez un regard à chaud sur le beau projet que mène Aude? Déjà, c'est un projet très très intéressant. C'est vrai qu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses au niveau des microalgues, soit en développement de médicaments, soit en générateur éventuellement d'énergie, soit en l'occurrence là pour la bioproduction. Alors, on a coutume de dire en biotechnologie the process is the product, parce qu'il y a un lien intime entre le mode de production et les caractéristiques du médicament. Que ce soit une cellule, que ce soit une microalgue, ou que ce soit une levure, par exemple. Donc, il y a un enjeu énorme autour des modes de production. Et donc, je pense que pour votre société, l'enjeu va être de trouver probablement les 1, 2, 3 médicaments sur lesquels il y a un vrai avantage compétitif et sur lequel, on va dire, l'algue va présenter des caractéristiques que les autres systèmes n'ont pas, quoi. Donc, non, je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est vrai que ça va bien avec l'Ouest. Ça va bien avec des structures comme Ifremer à nos côtés. Donc, voilà, bonne chance dans la réalisation. Et puis, la montée en échelle, qui est toujours un gros enjeu dans notre métier. Alors justement, Aude a parlé un petit peu financement. Je sais que c'est une question également qui vous est chère, Franck. Il faut beaucoup d'argent pour développer notamment un médicament, un biomédicament. Vous avez vous-même, je crois, des projets pour aller chercher des fonds outre-Atlantique pour vos développements cliniques et financer la suite de votre portefeuille. Alors comment fait-on pour éviter que ces belles pépites ne quittent le territoire ? Alors, c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'en Europe, en général, on a les outils pour démarrer une start-up, on a les outils pour financer une phase 1, phase 2, donc on parle de dizaines de millions. On n'a pas les outils aujourd'hui pour lever 50 à 150 millions, 200 millions qu'il faut pour des phases 3 et faire une mise sur le marché. Et ce n'est pas un défaut financier, c'est un défaut de nombre d'acteurs dédiés à la santé, de nombre de fonds qui géreront
2 à 5 milliards et qui sont capables de mettre des tickets de 50 à 100 millions sur une société. Donc ça, c'est le chaînon manquant que l'on a en Europe. Et donc... c'est pour ça que vous allez à l'étranger pour... voilà, c'est pour ça qu'on va... on a le projet d'aller au Nasdaq. On va voir si on le réussit. Maintenant, des sociétés comme la nôtre, on a un ancrage très très fort en Europe, puisque sur 500 employés, on a 90% qui sont basés en Europe, et puis on a un ancrage aussi de nos investisseurs qui est bien situé en Europe. Mais votre question, elle est complètement judicieuse, parce que effectivement, il y a des sociétés qui, à l'occasion de la cotation au Nasdaq, ont vu basculer leur centre de décision aux États-Unis, alors que tout le parcours, tout le risque avait été pris en Europe. Donc ça veut dire qu'il faut là aussi, que de la même manière que pour la première fois, la Commission européenne a centralisé l'achat des vaccins, les 27 États ont délégué, il faut sans doute qu'on fasse la même chose avec une bourse européenne, et il faut aussi qu'il y ait une dizaine, une vingtaine de fonds européens très, très bien dotés et dédiés à la santé pour que les boîtes européennes puissent trouver ce type de montant en Europe. Et aussi, donc, ça leur permettra de ne pas s'arrêter juste à la phase 2 puis d'être acheté, mais pour certaines d'entre elles, d'aller jusque sur le marché. Donc c'est ce qu'on souhaite. Bon, eh bien écoutez, le message est passé. On attend cette vingtaine de gros investisseurs au niveau européen pour financer la santé de demain et garantir aussi notre souveraineté nationale en matière notamment de production de médicaments. En tout cas, un grand merci Aude d'abord et Franck aussi beaucoup pour le temps qui est précieux pour vous en ce moment. D'ailleurs, on vous lâche juste après pour une interview en direct sur BFM. Donc le temps est compté. Merci beaucoup, Franck. On avait quand même une petite question Pardon, Simon. de nos internautes. Franck, qu'est-ce que vous avez pensé des autres projets? Si vous pouvez nous dire un petit peu votre point de vue, un petit peu aboliris sur les traitements, sur ce genre de traitement, ou bien les dispositifs médicaux pour l'implant dentaire. Alors, un commentaire de manière très générale. Plus large, en fait, conseil à donner à nos porteurs de projets. Très général. Bon, ce qui est très satisfaisant de voir, c'est qu'il y a chaque année sur le pôle Atlan-Bol-Biothérapie 5 à 6 projets qui émergent. Et puis, je dirais avec de plus en plus de maturité, parce que certains des projets, je pense à Wave Implant par exemple, sont portés maintenant par j'allais peut-être pas dire des serial entrepreneurs, mais presque, c'est-à-dire des personnes qui ont 2-3 projets. Vous en êtes une illustration également. Et donc, le fait qu'on rentre maintenant dans cette deuxième génération où les entrepreneurs ou entrepreneuses ont une expérience déjà ou d'autres entreprises dans le passé, c'est clair, c'est qu'on voit il y a beaucoup plus de maturité. Donc c'est vraiment une très très bonne chose à constater. Plus de maturité aussi, puis cet effet réseau, comme vous le rappelez, des pôles de compétitivité, aussi de l'innovation qu'on cultive à Atlan-Pol permet d'échanger des expériences très régulièrement et être très bénéfique pour l'accélération de ces projets. Un dernier mot, Aude, contact laboratoire, avec qui vous travaillez au niveau des laboratoires académiques notamment? Alors, on est en train de les contacter, donc on n'a pas encore les accords, mais on cible principalement des laboratoires du CNRS et de l'INSERM spécialisés dans tout ce qui va être galénique, sciences du médicament, et pour nous aider à vectoriser les biothérapeutiques dans les microalgues. Donc ça, c'est le travail de janvier-février, d'initier des accords de collaboration et de les formaliser. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Franck et bonne interview sur BFM TV. Et merci Aude et encore une fois félicitations. Si vous avez des questions à poser à Aude et puis également à nos nominés qui ne pouvaient pas être présents sur le plateau ce matin, c'est encore possible via les rendez-vous B2B cet après-midi. Rendez-vous sur notre plateforme en ligne et vous prenez rendez-vous tout simplement sur des créneaux d'une demi-heure. Merci à tous les deux. Bon retour dans vos bureaux. Merci, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant de découvrir les nominés de la catégorie Industrie.
Et pour démarrer cette catégorie industrie et l'introduire, nous avons le plaisir, l'honneur, l'immense privilège d'accueillir Frédéric Rodier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Voyons, quand ça commence comme ça... On se connaît bien avec Frédéric. On s'est pas fini. D'accord. Alors Frédéric, vous êtes le dirigeant de la société atlampolitaine Mytis, créée en 2007, spécialisée dans les dispositifs de perçage assisté par vibration. Vous adressez les secteurs de la construction, au premier rang desquels l'aéronautique. Oui. Vous êtes présent à l'international et vous avez fait vos premiers pas à l'école centrale de Nantes et vous avez été accompagné également par Atlampol pendant de nombreuses années. Alors l'actualité de ces derniers mois avec la crise sanitaire n'a pas dû être simple. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non, en effet, ça n'a pas été tout à fait simple. C'est vrai que pour Mytis, on attendait beaucoup de l'année 2020. Voilà, nous avions finalisé des travaux assez longs de développement d'un nouveau produit à forte valeur ajoutée, rénover nos gammes pour machines-outils, etc. Donc, on a stocké, voilà, on a préparé une année 2020 qui devait être brillante, et puis tout s'est arrêté. Bon, c'est vrai que en gros, notre chiffre d'affaires a été divisé par deux dans la période. Bon, alors évidemment, une perte. Bon, cantonné par un PGE. Bon, ceci étant, on n'a pas épuisé toute notre trésorerie. Voilà. Bon, maintenant, il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on rit, mais de toute façon, il faut faire face. Je pense pas que dans le secteur aéronautique, les fondamentaux aient tant changé que ça. Bon, quand on regarde... C'est ce que vous me disiez quand on a préparé l'intervention. Pourtant, on a l'impression que le secteur de l'aéronautique est sinistré avec tout ce que l'on entend. À court terme, c'est-à-dire que c'est le rythme des livraisons qui s'est modifié. Mais pour le moment, bon, je suis pas dans le secret des dieux, mais bon, Airbus n'a pas d'atrophie particulière d'un carnet de commandes qui reste très important. Alors c'est vrai qu'en Europe, il est de bon ton de contester l'avion, sa contribution aux déséquilibres environnementaux. Bon, hors Europe, sur certains marchés émergents, il y a besoin d'avions pour les flux domestiques. Bon, voilà. En Chine, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont aujourd'hui revenus à peu près à 80% du trafic d'avant Covid. Bon, nous, de toute façon, aujourd'hui, on cherche des diversifications. Pour 2021, je suis raisonnablement optimiste. Enfin, on verra. Donc, vous êtes sur un marché de niche. Donc, si les carnets de commandes des grands de l'aéronautique n'ont pas tellement évolué, ça veut dire que c'est un peu pareil pour vous. Vous avez des réserves. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que je sens qu'aujourd'hui, bon, les constructeurs et leurs grands fournisseurs, leurs rang 1, comme on dit, ils sont en train de penser à la manière dont ils produiront demain. Donc, alors après, c'est la robotisation, la numérisation. Enfin, bon, voilà. Donc, dans ce contexte-là, je pense que Mytis, comme d'autres, trouveront à tirer leur épingle du jeu. On verra. D'ailleurs, Mytis est présent à l'international, notamment en Chine. Donc, comment ça se passe sur ces... C'est-à-dire qu'on travaille à distance. Bon, ça c'est une des grosses contraintes. Bon, c'est vrai que les webinars, tout ça s'est fortement développé, popularisé, le distanciel, tout ça. Moi, j'aime pas trop le terme, mais bon. Enfin, voilà. Bon, la difficulté, quand vous vendez un bien physique, à un moment, évidemment, la visioconférence n'est pas la panacée. C'est limite avec un des gros handicaps que nous avons actuellement, c'est l'impossibilité de se déplacer ou la difficulté. Voilà, on a des dossiers aux États-Unis, on a une équipe qui travaille en Chine, mais on ne peut pas, pour le moment encore, aller les voir. Bon, notre laboratoire, en partenariat avec l'Université de Nankin, j'avais retiré tous mes papiers légalisés à l'ambassade de Chine fin février, et puis voilà, la filiale n'a pas pu être créée. Mais bon, ça se fera. Ce n'est que partie remise. Oui. Alors, en tant qu'industriel, ancienne start-up, donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, et actuel président d'Atlampol Entreprises, car je le précise ce matin, donc vous êtes le président de l'association de toutes les entreprises innovantes d'Atlampol, au nombre de plus de 500. Donc votre présence est donc toute naturelle ce matin pour avoir un petit commentaire sur les entreprises de la catégorie dans le secteur de l'industrie, Simon. Merci Pascal, merci Frédéric. Alors ces entreprises, elles sont au nombre de 5 cette année dans la catégorie industrie. Je vous propose de les découvrir ensemble. La première, AgroWin, portée par Florence
Échelard Evin. Alors, Ergrowin est spécialiste des techniques d'amélioration des sols. Il développe des outils de travail pour le sol, des semis innovants et performants qui permettent d'améliorer durablement les sols, sécurisent les rendements pour les agriculteurs et permettent de diminuer les substances que l'on peut mettre sur les sols, substances qui ne sont pas forcément très bonnes pour notre environnement. Ils ambitionnent d'aller à l'international d'ici 2 ans. La deuxième entreprise qui se présente dans cette catégorie, c'est Allegina, portée par Philippe Gaborio. Alors Allegina développe, conçoit, fabrique, commercialise des nouveaux matériaux à partir de coquilles d'huîtres qui aujourd'hui sont considérés comme des déchets que l'on doit incinérer ou enfouir dans les sols. Et bien grâce à Allegina, on leur donne une seconde vie. On en fait des porcelaines comme vous pouvez le voir à l'écran, mais également des pavés pour mettre sur les routes et bientôt aussi des murs végétalisés pour le secteur du bâtiment. C'est l'entreprise Allegina. Troisième entreprise, Mura Simulation, portée par Domenico Borzaccello. Mura déploie la simulation prédictive haute performance dans les ateliers. Grâce à un logiciel, une nouvelle plateforme SaaS disponible sur tablette, on peut simuler en temps réel des gros calculs qui demandent beaucoup de ressources. Grâce à ce projet, on arrive à les mettre sur des tablettes au sein des ateliers. C'est l'entreprise Mura qui a un partenariat notamment avec l'École centrale de Nantes. Quatrième entreprise, Smart Digital Service, Rémi Prudhomme. Rémi développe une plateforme SaaS qui permet de garder le contrôle et de superviser les EPI, les équipements de protection individuelle dans l'industrie, donc des casques, des blouses, des combinaisons, des bottes et ce genre de choses, qui nécessitent souvent de la maintenance, savoir où se situent ces équipements. Et grâce à Smart Digital Service, on peut les tracer et faciliter la gestion et la politique RSE dans les entreprises. Et enfin, notre dernière entreprise de la catégorie, c'est Wesu Welding Benoît Tavernier, qui développe pour l'industrie un bras articulé qui permet de simplifier la vie, le confort des opérateurs soudeurs dans l'industrie, sur les gros chantiers qui doivent des fois par moments se contorsionner pour atteindre des pièces et tenir cette position durant de longues minutes. Grâce à ce bras, ils sont soulagés. En 2025, ils ambitionnent d'équiper 500 soudeurs par an en Europe et en Amérique du Nord. Donc beaucoup d'international pour les entreprises de cette catégorie industrie. Et sans plus tarder, je lève le suspense. Le lauréat de cette catégorie cette année, c'est l'entreprise Allegina. Bonjour Philippe, bienvenue sur ce plateau. Je vous laisse vous installer, prenez votre aise, soyez confortablement. Je ne vais pas à table. Okay. Alors en fait, Philippe avait un petit peu faim ce matin. Il a ramené une assiette, il a ramené un pavé et il a ramené un objet en porcelaine. Il a oublié les huîtres. Il a oublié les huîtres. Comme fait remarquer Frédéric, les huîtres, ça aurait pu être. On garde ça pour l'apéro tout à l'heure. Voilà. Allez, un petit peu de sérieux sur ce plateau. Philippe, alors vous avez un parcours assez atypique en fait, puisque vous avez été maire d'une commune en Vendée, vous avez fait même plusieurs mandats, vous avez travaillé beaucoup sur la transition écologique durant votre mandat, sur la politique RSE, et vous vous êtes lancé donc dans le recyclage de coquilles d'huîtres. Comment est-ce qu'on passe de maire à chef d'entreprise à recycler des coquilles d'huîtres? Racontez-nous un petit peu ce parcours. Moi, je crois qu'il faut garder une âme d'enfant. Et puis s'autoriser le rêve. J'aime bien l'expression qui dit il faut rêver haut pour ne pas réaliser trop bas. Et c'est vrai qu'aussi bien dans mes fonctions de maire, alors il n'y a pas que du rêve dans le rôle d'un maire, il y a aussi du concret, mais je crois que quand on a de l'ambition pour sa ville, pour un territoire, pour les gens, il faut s'autoriser effectivement à penser des choses un petit peu en rupture avec ce qui se pratique. C'était vrai pour un maire, et puis je l'ai fait pendant 2 mandats. J'y ai consacré beaucoup de temps, d'énergie, de passion, et j'ai été très tenté. Vous avez parlé de RSE, j'ai été très sensibilisé à la RSE. Et j'ai pu voir l'engagement des entreprises, comment les milieux économiques sont aujourd'hui certainement à la pointe de la vision du monde qui nous attend si on sait faire ce qu'il faut pour
pour ça et j'étais très tenté. Ça m'a pris dans le courant de l'année 2016 et puis bon, j'ai cette passion effectivement qui m'est venue progressivement de la transition écologique, de l'économie circulaire. Et bon, je suis vendéen, hein, la côte vendéenne, les coquillages, le métier des hommes de la mer, c'est quelque chose qui me fascine et qui me plaît beaucoup. Et puis bah, j'ai eu cette idée à la fin 2016 de me dire mais on doit certainement pouvoir faire autre chose de ces coquilles d'huîtres qui, quand on les observe, sont magnifiques. Vous avez regardé l'intérieur d'une huître? Oui, c'est magnifique. On a pu le voir durant les fêtes de fin d'année. On aimerait bien y trouver un peu plus de perles, mais oui. Alors, vous n'êtes la véritable perle de l'huître, c'est sa coquille. Tout à fait. Vous savez qu'un coquillage, il y a un coquillage qui s'appelle porcelaine. C'est ce qui a donné le nom de la porcelaine. C'est le nom d'un coquillage. Alors justement, on parle de ces produits là. Si vous pouvez nous les montrer à la caméra là, on va faire un petit gros plan. Si vous pouvez les lever un tout petit peu. Oui. Voilà, donc on a une assiette. Alors on a une assiette. Hein, c'est un modèle qu'on a créé. Donc c'est une assiette en Caomer. Caomer, c'est la marque de cette porcelaine de la mer. C'est pas, je le précise, c'est pas un simple ajout de poudre de coquille d'huître dans un procédé existant, c'est un procédé totalement nouveau. La coquille d'huître est la base du produit. D'accord, il y a combien de pourcents de coquilles d'huître dans Alors, sur ce genre de produit, techniquement, chimiquement, on ne peut pas dépasser le pourcentage de 40%. D'accord. Et c'est ce que l'on pratique. J'ai eu l'occasion de présenter ce produit il y a quelques semaines à un grand chef étoilé qui a voulu en savoir un petit peu plus, évidemment, sur la manière de faire. Je lui ai dit, écoutez, on fait comme vous. Nous cuisinons l'huître. D'accord, très bien. Cuisinons la coquille. Alors, vous avez aussi amené un autre objet, si vous pouvez nous le présenter. Un bel objet, ça c'est un objet, j'aime bien faire ça, on l'a fait sur la petite vidéo. Alors, je ne sais pas si on voit à l'écran. On ne le voit pas bien parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Ce qu'on a visé d'emblée, alors c'est un procédé qui n'existe pas, qu'on a dû nous totalement inventer. Et on a pensé dès le départ qu'on devait atteindre un niveau de perfection au niveau de cette porcelaine, d'être dans le haut de gamme des porcelaines. On a visé d'avoir une porcelaine dure, très blanche et surtout transparente. Et c'est ce qu'on a réussi à faire après 3 ans de travail dans notre laboratoire. Et on aime bien effectivement cette moi, je confirme, on peut le voir sur le plateau, c'est très transparent, c'est un effet qui transmet très bien la lumière. Alors on passe d'un côté haut de gamme pur à un côté un peu plus dans le dur avec un pavé. Oui, à base de coquilles d'huîtres pour le secteur du BTP. C'est bien connu sous les pavés la plage en plus. Hein. Exactement. Alors, à ce propos, j'ai une question d'un internaute qui nous dit sur le pavé, est-ce que justement ce nouveau matériau en fait est soumis à des certifications pour être disposé sur nos routes, pour potentiellement aussi sur nos murs végétalisés. Quel est le processus? Alors, il n'y aura pas de certification. Par contre, on devra effectivement indiquer le niveau de résistance du pavé et donc les applications possibles. Ce qu'on vise aujourd'hui, ce sont des pavés. Ce sera aussi des dalles et des chapes qui seront proposées aussi dans le courant de cette année. On vise à avoir un produit qui intègre un maximum, bien sûr, de coquilles. Celui-ci, pour l'exemple, est à environ 45% de coquilles. Sa particularité à ce pavé, c'est qu'on l'associe avec un liant particulier. C'est un liant bas carbone. C'est un liant qui a été inventé en Vendée, les ciments Hoffmann, d'Hoffmann Green Cement Technologies. Donc on aura l'exclusivité de l'utilisation de ce liant pour nos pavés et pour toute notre gamme qu'on appelle VivaWay. C'est une marque qui est déposée. Et avec une autre particularité, si vous voulez bien, c'est que ce sont des pavés végétalisants. On travaille avec un procédé exclusif de végétalisation qui fait qu'une fois que ces pavés, que ces dalles auront été disposées, eh bien la nature pourra s'en emparer et en plus de gérer mieux la question de l'eau et de permettre notamment à l'eau d'aller là où elle doit aller, c'est-à-dire de s'infiltrer, on aura aussi la nature qui viendra, les fleurs et des jolies pelouses qui viendront s'installer sur nos pavés. Alors, une dernière question avant d'avoir l'avis et le ressenti de Frédéric. Vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos collaborateurs? Les projets, surtout les projets qui réussissent, ou en tout cas qui s'annoncent bien, ils sont faits aussi de belles rencontres.
quand j'ai eu cette idée-là, les premiers contacts que j'ai eus à l'époque ont été plutôt du côté de la région, de l'agence régionale, qui a tout de suite entendu ces projets-là. Et puis autour de moi, j'en ai parlé. Bon, c'est vrai qu'en tant que maire, on se fait beaucoup de connaissances et de réseaux. Et il y avait un industriel sur ma commune avec qui j'avais eu l'occasion de mener des beaux projets. J'avais apprécié ses qualités de chef d'entreprise et puis surtout de développeur, et puis je pense qu'il avait aussi un petit peu apprécié mes qualités. Et quand je lui ai parlé de ce projet-là, il m'a dit, mais écoute, c'est formidable, si tu as besoin d'un partenaire, je suis ce partenaire. Thierry Didon, qui a fait sa carrière dans la machine-outil, une belle réussite, qui aujourd'hui amène à notre projet sa capacité effectivement à passer aujourd'hui, c'est notre stade. Aujourd'hui, on fabrique, là on vient d'envoyer 15 litres de barbotine en test chez des porcelainiers de Limoges. J'avais le porcelainier au téléphone la semaine dernière, il me dit « Je suis impressionné par votre matière ». Aujourd'hui, il faut qu'on passe de 15 litres de barbotine à 1500 litres, 10 000 litres et davantage. Un gros enjeu industriel. Il y a un enjeu industriel qui est extrêmement important. Merci Philippe, vous restez avec nous. Et j'oublie... dernier petit mot, allez-y. Je vais quand même nommer aussi le troisième associé, qui est un céramiste, puisque Alégina, né de la mer, et s'est concentré au départ sur les porcelaines. Donc on a un troisième associé, Dominique Girardot, qui a fait toute sa carrière dans la céramique et qui est notre sachant et qui était pour beaucoup aussi dans la réussite de la mise au point de ce produit. Merci Philippe. Frédéric, Pascal. Alors Frédéric, une réaction à chaud, alors c'est assez éloigné du perçage vibratoire. Un mot peut-être sur le beau projet Alégina ? Oui, c'est un beau projet. C'est vrai que, alors, tous les projets, moi déjà, remarque générale, le Forum Atlampol, c'est toujours l'occasion de découvrir une multiplicité de projets dans une multiplicité de domaines. Voilà, ça montre qu'il y a de l'initiative, c'est foisonnant. Bon, moi, je dois dire que j'étais particulièrement sensible au projet Alégina. C'est vrai. Évidemment, c'est le secteur, c'est l'industrie. C'est bien de fabriquer quelque chose. Je pense qu'il faut... c'est vrai que je pense que la France a besoin de redécouvrir la fabrication, l'industrie. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas négliger les services, mais à un moment donné, les services, il faut qu'il y ait des gens qui les achètent et qu'il y ait la possibilité de le faire. Bon, alors maintenant, ce projet-là, c'est vrai que je le trouve assez enthousiasmant. Bon, on s'était vu... lors d'un Blue Party Atlampol entreprise durant l'été, avec le respect des gestes barrières, on le précise, voilà, et on avait discuté assez longtemps. Bon, en plus, c'est vrai que votre associé, c'est quelqu'un de la machine-outil qui nous avait fait une offre pour fournir la machine de notre labo. Donc ça crée un lien, voilà. Bon, donc à l'époque, ils avaient peut-être déjà les pavés dans le tuyau, mais on parlait surtout de la vaisselle. Bon, moi, je doute pas de toute façon que au-delà aujourd'hui, ces débuts que vous avez faits avec des designers, etc. Il y aura des pas industriels. Je pense qu'il y a certainement des choses... on travaille beaucoup sur les matériaux. J'ai vu des labos où on étudie des tas de poudres, savoir comment on pourra les appliquer. Donc, il y aura sûrement des débouchés. Après, évidemment, l'aspect recyclage, avec en plus la résolution d'un certain nombre de problèmes dans nos villes, les problèmes de ruissellement, etc. Je trouve ça vachement bien. Alors donc, de toute façon, il y a tout dans ce projet, quelque part. Parce qu'on emploie une ressource naturelle qu'on finirait par qu'on délaisse ou qu'on laisse dans les poubelles ou sur les plages, voilà, après avoir consommé ce qui nous plaisait. Bon, là, on en fait quelque chose, voilà, de la vaisselle, des pavés, demain, sûrement plein d'autres trucs. Et puis, après, on pense aussi à recycler, collecter. Je trouve que c'est un projet qui est très dans l'air du temps. Ça n'enlève rien aux autres, mais celui-là a été quand même particulièrement séduisant. Alors justement, tu as peut-être une question. Oui, j'ai une question d'un internaute, Pascal, excuse-moi. Oui. En fait, en parlant de recyclage, de collecte de ces coquilles, justement, Philippe, où est-ce que vous collectez ces coquilles ? Est-ce que vous allez les chercher directement chez les particuliers, ce qui semble un peu compliqué, ou est-ce que vous allez chez les ostréiculteurs qui ont des coquilles à recycler, ou chez les restaurateurs ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu
Oui. Plus précisément. Au tout départ, quand on a commencé ce projet-là, on s'est dit, on va pouvoir trouver certainement de la coquille auprès de gens qui collectent déjà. Et puis, on s'est rendu compte que pour pouvoir parvenir à ce niveau de perfection, il faut considérer cette matière première comme une matière première dès sa production. Au moment où on la considère, et on la traite souvent comme un déchet. On l'entasse, on la laisse se polluer avec différents produits. Nous, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser cette matière-là. Donc, il fallait qu'on la collecte directement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir effectivement la profession ostréicole. Donc, on a beaucoup monté en compétences sur comprendre comment on produit de l'huître et quels sont les process des ostréiculteurs, qu'on soit sur un petit producteur ou qu'on soit sur une grosse société. Aujourd'hui, on a passé un accord avec la profession ostréicole de la région des Pays de la Loire. On a un contrat avec le comité régional de la conchyliculture et on démarre la collecte sur les sites de production. On va aussi aujourd'hui en Bretagne, à la demande aussi d'ostréiculteurs. La ressource chez les ostréiculteurs, c'est 30%. De la coquille. Heureusement et fort heureusement, la plus grosse production, elle est vendue, elle est consommée. Donc l'enjeu, elle est là. Et bien évidemment, Frédéric, on ira aussi sur ce terrain. Non, mais Simon, de toute façon, il était déjà sur le terrain de la collecte auprès des particuliers. Donc, de toute façon, la présidente d'Atlampol était là ce matin. Il faut, à Nantes, introduire le sac vert. Voilà. En plus du sac jaune et du sac bleu, je pense que c'est... le message est... c'est peut-être Je pense que le message est entendu, Frédéric. Voilà. En tout cas, on le retransmettra. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric et Philippe. Et puis, bonne continuation. Et un grand succès à Legina pour votre projet. Je vous propose à présent de découvrir notre dernière catégorie d'entreprise de l'année avec la catégorie numérique. Et pour introduire cette catégorie numérique, nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs Vivion. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors, fondatrice et dirigeante de BIAP, vous accompagnez avec votre équipe d'une trentaine de personnes les grandes entreprises ainsi que les startups à digitaliser leurs offres ainsi que leurs processus internes. Alors, c'est quoi votre actualité en ce moment ? Eh bien, une actualité, on va dire comme beaucoup d'entreprises, chahutée par le Covid, mais forcément au cœur de l'actualité, puisque la majorité des entreprises se posent la question d'accélérer sur le digital, de se transformer et d'accélérer leur transition, on va dire, sur le numérique. Et donc, on a une activité qui repart en forte croissance avec des entreprises qui ont des projets de numérique qui sont très centrés sur leur business. D'accord. Donc il y a BIAP, historique, et il y a Kéfir, oui, il y a quelques années. Oui, exactement. Donc au sein de BIAP, on a créé une entreprise qui est un objet connecté qui permet de détecter automatiquement les chutes à cheval. Donc là, qui est une activité sur une niche, qui est le secteur équestre, la sécurité dans le secteur équestre. Une niche, mais qui vous concerne... au niveau personnel, parce que je crois que vous êtes oui, voilà, je suis cavalière, exactement. Alors, vous êtes également passionné par les nouvelles technologies, entrepreneur dans l'âme. Donc, nous accueillons aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle promotion dans le secteur du numérique. Alors, vous avez vous-même bénéficié de l'accompagnement d'Atlampol à vos débuts. Et vous êtes très impliqué dans l'écosystème start-up local. Vous êtes présidente de French Tech Nantes. Alors, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les start-up que nous avons accompagnées dans ce secteur-là, qui sont rentrés dans l'accompagnement en 2020. Merci Pascal. Alors ces entreprises cette année, elles sont au nombre de 4. Je vais commencer par Amia Solutions, portée par Sarah Ulizen. Amia développe une solution de plateforme à base d'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance pour permettre d'optimiser les processus internes de gestion des risques au sein des assurances et éviter de partir dans des procédures trop longues pour les assurés et les assureurs. Il gère en premier un cas d'usage sur les accidents de la route. La deuxième entreprise, c'est l'entreprise Fleximatics portée par Alain Céleste. Alain Céleste et son entreprise développent des capteurs pour l'industrie pour collecter des données sur les machines. Et alors le côté innovant de ce capteur, c'est qu'il est très petit et
la petite astuce, c'est qu'elle est également collable sur n'importe quelle machine de façon très simple. Il capte les vibrations des machines et ça permet notamment d'en déduire tout un tas d'informations sur de la maintenance prédictive, préventive. Donc ça, c'est Fleximatix, troisième entreprise de l'année. Unique Name Space Elephant, avec Laurent Lourenço, qui développe un projet assez révolutionnaire et qui va rendre service à beaucoup de personnes, en fait, je pense la majorité, puisqu'en fait, il propose de supprimer les mots de passe sur les plateformes en ligne, donc notamment tous les sites de e-commerce, et puis pourquoi pas les boîtes mail, avec un identifiant unique. Vous n'auriez qu'un seul mot de passe à retenir et pas une multitude. Et ça, c'est l'entreprise Space Elephant Unique Name. Et enfin, la dernière entreprise, c'est ValorTech, portée par Pierre Poulain et ses associés. ValorTech, c'est encore une plateforme de collecte, d'agrégation, d'organisation et de nettoyage de données pour le secteur agricole dans un premier temps. Ils permettent donc d'agréger une quantité assez importante de données en provenance de différentes sources, que ce soit des données de l'agriculteur, des données météorologiques, et ensuite d'en déduire des préconisations pour les agriculteurs et les aider dans leur quotidien, dans leur métier quotidien, en termes notamment de culture. Voilà. 4 entreprises cette année, et je vous propose de découvrir qui est notre lauréat dans cette catégorie, et ce lauréat, roulement de tambour, c'est Unique Name. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors la question qu'on pose à chacun de nos lauréats, vous en doutiez de ce prix? On l'espérait. Vous l'espériez, ok. Alors Laurent, vous avez 15 ans d'expérience dans l'informatique. Vous avez pris en charge, développé des solutions de gestion de données dans les grands comptes. Et avec l'explosion de l'usage des plateformes SaaS, alors plateforme SaaS pour ceux qui nous écoutent, c'est très couramment des plateformes par exemple de e-commerce, on va faire simple. Vous avez vu une explosion, beaucoup de mots de passe à gérer, et vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose à faire. Oui, exactement. Depuis les années 2000, en fait, toutes les entreprises développent des services numériques. On a commencé avec le e-commerce dans les années 2000 et de plus en plus maintenant, et avec l'explosion du Covid, on le voit, les entreprises, comme le disait Anaïs tout à l'heure, se digitalisent de plus en plus. Et donc, toutes les entreprises gèrent une partie de leur fonds de commerce en ligne, avec justement l'obligation pour les utilisateurs d'avoir un nouveau compte à créer avec un nouveau mot de passe à gérer. Alors pour ce projet, vous vous appuyez sur une technologie que l'on connaît maintenant assez bien, tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ça fait parler d'elle. Voilà, ça fait parler d'elle. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, mais là, c'est une autre technologie, c'est la blockchain. C'est la technologie de la blockchain, tout à fait. Expliquez-nous en quelques mots, pour cette faire blockchain. simple, c'est la technologie qui va nous permettre, par rapport à la solution qu'on propose, justement, d'éviter d'avoir à gérer des mots de passe pour les utilisateurs. Il n'y a plus de base de données de mots de passe, il n'y a plus d'identifiant comme le mail à gérer. Et donc, c'est une technologie qui va nous permettre effectivement d'apporter une couche de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs et qui va éviter pour les entreprises de se faire voler, de se faire pirater les comptes de leurs utilisateurs en ligne. Ok, alors cette blockchain, en fait, l'originalité, l'intérêt aussi d'utiliser cette technologie, c'est qu'elle permet de développer ce service Unique Name d'authentification, mais elle permet aussi de développer d'autres services. Oui, puisqu'en fait, au cœur de notre produit, on utilise une solution qui est un peu dans l'air du temps, qui est une solution de gestion des identités numériques, mais d'un type particulier qu'on appelle des identités décentralisées ou des identités inviolables. C'est-à-dire vous allez posséder un identifiant qui va remplacer votre mail. Moi, c'est @Laurent. Ça peut être un pseudo, c'est anonyme, et qui vous permet justement de vous connecter sur n'importe quel site. Mais cette notion d'identité numérique, on en a besoin partout aujourd'hui, et on peut s'en servir pour stocker des informations personnelles, pour signer ou pour authentifier des documents, pour valider par exemple des présences lors des formations, des séances de formation. Il y a un nombre de cas d'usage en fait qui est énorme aujourd'hui, et on est... Le web de demain, c'est vraiment de remplacer l'authentification traditionnelle par mail et mot de passe par en fait une gestion des identités qui vont être vraiment personnelles. Chaque utilisateur va posséder ses données, va posséder ses accès sans avoir le risque que quelqu'un puisse lui pirater ses informations.
Et alors, vous avez déjà commercialisé, vous avez commencé la commercialisation en juin 2020. C'est ça. Quels sont vos clients en fait aujourd'hui? Après 2 ans de R&D, effectivement, on a lancé et la technologie de la blockchain, notre blockchain, et l'application et la solution d'authentification avec une application mobile. Donc aujourd'hui, notre marché prioritaire, ce sont les agences web qui viennent sécuriser le back-office en fait, et les sites de e-commerce de leurs clients. Et puis, c'est aujourd'hui l'intégralité des sites web qui ont besoin de gérer des accès pour leurs utilisateurs. En ligne de mire, pour nous, c'est aujourd'hui le marché principal, c'est le marché des sites qu'on appelle les sites WordPress, qui représentent 90%, c'est les 90% des technologies qui sont utilisées pour développer des sites aujourd'hui sont faits avec des sites WordPress. Le site d'Atlampol est d'ailleurs sous WordPress. Voilà, donc, et ceux d'Anaïs? On fait un petit peu de WordPress, mais pas énormément. On fait beaucoup de développement spécifique, mais on a des vrais sujets sur l'authentification. On le sait aussi avec l'année qu'on a passée, la sécurité, c'est devenu un vrai sujet. Et bravo d'avoir lancé ça au bon moment. Sur votre business model, c'est de l'abonnement, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs, de sites C'est ça, en fait, c'est un abonnement annuel qui intègre en fait un certificat de sécurité que vous allez intégrer sur votre site. Et ensuite, vous avez un plan qui est proportionnel au nombre d'utilisateurs qui viennent s'authentifier sur votre site. Et pour cette activité qui est quand même assez tech et ambitieuse, vous n'êtes pas tout seul pour la mener, en fait, pour mener ce chantier. Quelques mots sur votre associé? Oui, alors Damien Lecamp, qui est notre directeur technique aujourd'hui, c'est Monsieur Blockchain. Il est président de l'association Blockchain et Société à Nantes. Il a travaillé dans la sécurité bancaire pendant plus d'une dizaine d'années. Et vraiment, il maîtrise très très bien la technologie. Et on a besoin dans notre métier d'avoir vraiment des experts. Et on a, au-delà de Damien, on est une équipe aujourd'hui d'un peu plus de 10 personnes, vraiment d'experts en cryptographie, en chiffrement, et puis en système d'authentification, en protocole. Donc il y a un sujet tech très important derrière, même si pour l'utilisateur, c'est quelque chose qui est vraiment très simple d'usage. En tout cas, c'est bon à savoir d'avoir ces compétences sur notre territoire, et vous pourrez certainement aussi en faire profiter les membres de notre réseau à Atlampol Entreprises. Tout à fait. Je me tourne vers Pascal et Anaïs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce projet, ou même les autres, hein? Alors Anaïs, j'ai cru déceler un petit intérêt quand même sur le sujet. Déjà avec Alors, avec Laurent. Quel est votre avis sur ce coup de cœur? Est-ce peut-être un futur partenaire? Eh bien, pourquoi pas. J'avais déjà échangé avec Laurent courant du deuxième trimestre, ouais. Mais il n'était pas encore sur ce pivot, plus sur les agences. Forcément, il y a des vrais sujets, en tout cas sur l'authentification, parce que même s'il y a énormément de technologies qui permettent de recréer, si je puis dire, du coup, un espace de connexion, qu'on fasse un développement web, un développement back-office, un développement d'appli, finalement, il va être à chaque fois refait par des développeurs, avec peut-être des systèmes d'authentification un peu différents. Le fait de l'uniformiser et d'assurer une sécurité, c'est quelque chose de très intéressant, et qui permet aussi quelque part aux entreprises d'avoir une uniformité dans la manière de gérer l'authentification. Pour l'utilisateur, n'en parlons pas, c'est vraiment clé, puisque du coup la sécurité est de plus en plus demandée. Voilà. Fini les mots de passe sur l'iPhone, sur le petit bloc-notes, sur un post-it, fini tout ça. Voilà. Et les ingénieurs sont ravis, puisque la sécurité pour eux c'est primordial. Des conseils peut-être à donner dans la poursuite du démarrage, parce que c'est pas une toute jeune entreprise. Je pense que l'enjeu, ça va être ce qui va être peut-être le plus complexe, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'investissement dans différents plugins. C'est quelque part l'interopérabilité sur le plus de technologies possible, parce que ça, c'est et ne pas se limiter qu'à WordPress, mais essayer d'aller beaucoup plus loin sur le... pour que du coup, il n'y ait pas de frein, et que quelque part, cette rapidité d'intégration puisse être possible sur d'autres technologies. On en avait un peu parlé aussi, mais le sujet de l'appli n'est pas forcément un sujet facile, puisque on sait que nos amis Apple et Google s'emparent un peu du sujet, donc il y a un petit challenger sur le sujet. Mais non, je pense qu'en tout cas le marché est porteur, et plus il y aura une interopérabilité, et plus ce sera facile. On se positionne clairement comme une solution alternative justement aux solutions des GAFAM, des grands de l'Internet, qui proposent des solutions gratuites, mais qui font, on le sait maintenant, commerce des données des utilisateurs. Nous, on collecte
collecte aucune donnée des utilisateurs. On a une solution européenne et c'est ce qui nous permet de nous démarquer clairement par rapport à ce type de solution. D'accord, très bien. Alors, on sait que, indépendamment de la sécurité, le secteur du numérique, le contexte est très porteur pour les entreprises. Tous les secteurs d'activité, principalement aujourd'hui, ont besoin d'accélérer leur digitalisation. Alors, en tant que présidente de French Tech Nantes, j'aurais aimé avoir votre regard sur la place du Grand Ouest par rapport au reste de l'Hexagone. On sait particulièrement certaines startups comme Doctolib se sont récemment implantées ici. Alors, quels sont, avec le regard French Tech Nantes, les facteurs d'attractivité de notre territoire ? Alors déjà, sur cette année, il faut savoir qu'on est une région qui a été relativement préservée sur les startups de notre territoire. On avait un petit peu parlé lors de la préparation, mais je pense que c'est aussi dû à des actions qui ont été prises par les acteurs du territoire qui travaillent avec les startups, dont Atlampol fait partie. Il y a 2-3 ans, peut-être même un peu plus, le territoire a décidé d'investir sur les startups deep tech pour du coup la recherche de demain, la dimension des startups tech for good pour avoir des startups à impact qui ont une vraie raison d'être pour notre planète, le social et autres. Et finalement, quand on s'est retrouvé en pleine crise sanitaire courant mars, eh bien, tout le monde s'est recentré sur l'essentiel. Donc l'essentiel. Et nous, notre territoire, on avait déjà investi dans énormément de startups sur la partie deep tech et tech for good, ce qui fait qu'on a eu une accélération assez forte de nos startups. Il y a aussi des startups historiques qui étaient plus sur du transactionnel. Je pense à eAdvice ou à Keneo. Forcément, du coup, on va dire, toutes les entreprises se sont mis à vendre en ligne, donc du coup, il n'y a pas eu de problème pour ces startups-là. Qui a pas mal explosé son activité. Qui a explosé aussi son activité. Donc, en fait, ce qui s'est passé, donc la French Tech nous a demandé de faire des sondages pour remonter comment allaient nos startups. Oui, je crois que vous avez eu plusieurs rendez-vous à l'Élysée pour débriefer sur... Et pourtant, on sait que ça a été une année record en termes de levée de fonds pour les entreprises du numérique 2020. Et en fait, comparé à d'autres secteurs, on peut presque être gêné de se dire que, oui, le secteur de la tech a fait plus 30%. Nous, on a des boîtes dans le territoire qui ont fait plus 30%, là où les commerçants, par exemple, sont très fortement en difficulté. Donc, on pourrait se sentir presque gêné. En même temps, c'est aussi une lueur d'espoir de se dire qu'il y a quand même des secteurs qui, du coup, continuent à progresser. Donc, pour en revenir à votre question de départ, le territoire se porte bien sur la partie tech. Il y a des vrais projets d'avenir. Les start-upers sont plus qu'impliqués sur comment on va transformer les usages numériques pour demain. Pas faire du numérique que pour du numérique, mais aussi essayer d'avoir un impact, que ça soit sur le respect des utilisateurs, pour la sécurité ou aussi pour le respect de notre planète. Donc on a un territoire qui est plutôt attractif. Et puis effectivement, comme on le disait en préambule, ça ne se décrète pas. Il y a des forces en puissance sur le territoire qui agissent depuis longtemps. French Tech Nantes, la dynamique travaille depuis un peu plus de 3 ans, je crois, avec les acteurs un peu plus historiques installés comme Atlampol, bien sûr, mais aussi je pense à la cantine, bien évidemment à la métropole, des acteurs qui font en sorte que cet écosystème puisse être porteur. De toute façon, on a un écosystème qui est très fort en local. Forcément, la cantine numérique de Nantes qui opère la French Tech, mais aussi Atlampol. Parce que nous, on a décidé en local, il faut savoir que toutes les organisations French Tech en France ne sont pas linéaires. Et nous, ce qui est hyper intéressant chez nous, c'est que c'est un board French Tech qui est composé de plusieurs associations, dont fait partie Atlampol, dont fait partie la cantine, dont fait partie la métropole. Donc c'est très collectif et c'est certainement ça qui fait notre force. Avec une ouverture sur les autres territoires grâce au réseau des French Tech et des communautés, notamment... Oui, qui font partie de notre territoire, puisque du coup, nous sommes capitale, mais nous travaillons avec nos communautés, qui sont Le Mans, Laval, Saint-Nazaire et Angers. Et la Vendée. Un contexte porteur pour nos startups dans le secteur du numérique. C'est ça. Merci beaucoup Anaïs pour ce témoignage ce matin. J'ai une dernière question. On parlait de financement. Laurent, vos besoins en financement ? Nous, on prépare notre deuxième levée de fonds pour la fin de l'année. D'accord. Donc, combien vous recherchez? Un petit message à faire passer? Profitez-en, vous êtes filmé. C'est un peu trop tôt. C'est un peu le plus possible. Le plus possible. Okay, pour accélérer le développement commercial de l'entreprise. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à tous, vous qui êtes en ligne et qui avez pu donc découvrir ces entreprises. Merci à l'ensemble des nominés
nos 19 entreprises qui ont joué le jeu de réaliser leur petite capsule vidéo que vous avez pu visionner sur le site web. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à aller faire un petit tour sur le site web du forum. Elles sont encore disponibles, vous pourrez donc les découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, rendez-vous cet après-midi pour les rendez-vous B2B. Il reste encore des places et des créneaux libres, donc profitez-en. Je vous remercie aussi donc l'ensemble des lauréats qui ont fait le déplacement sur notre plateau ce matin et l'ensemble également des grands témoins dont fait partie Anaïs, qui a pris un petit peu de temps pour partager son expérience, son actu et son regard sur l'innovation. Vous restez en ligne, on va passer à la session suivante. Elle va avoir lieu dans quelques secondes sur les financements avec une conférence organisée par notre partenaire CIC West sur l'intitulé « Y aura-t-il encore des financements en 2021 ?» A priori, d'après ce qu'on vient de se dire ce matin, la réponse est certainement oui. Mais on en saura plus dans quelques secondes. Merci également Pascal. Merci Simon, c'était un plaisir. Pour cette co-animation. Et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine, pour une nouvelle édition du Forum.